Bismillah. Des voix l'arrachèrent à son sommeil. Le cœur battant, elle tendit l'oreille. Sans nul doute, c'étaient les voix de Barry et d'Ensley, qui venaient de la tirer de l'inconscience. Des voix douces et haut perchées de petites filles qui se levaient, heureuses et caressantes, en une cantine dont les paroles n'auraient eu, en d'autres circonstances, aucun sens. Épingle et aiguille, épingle et aiguille. Un homme se marie, et les ennuis fourmillent. Entre crainte et espoir, Maggie ouvrit les paupières, cherchant à reconnaître le lieu où elle se trouvait. Elle constata que rien n'avait changé comme la nuit précédente, celle d'avant, et ainsi depuis de longues semaines. Elle était dans sa minuscule cabine, sans ses enfants. Le bruit du vent et de la mer l'assaillait de toutes parts. Mais les voix poursuivaient leur murmure, claires comme dans un conte de fées, obsédantes comme une berceuse, souvenirs que la douleur et le désespoir rendaient presque réels. Elle ne s'était jamais séparée de ses enfants plus de quelques jours, et aujourd'hui c'était comme si une partie d'elle-même lui avait été arrachée. Son fils et ses filles lui manquaient affreusement. Ce sentiment de vide et d'isolement finirait par se dissiper. C'était probable, mais il laisserait à jamais une tache sur son cœur. De son coffre, elle tira un daguerréotype représentant ses enfants. Fletcher posant déjà comme un homme, Barry avec sa moue désabusée qui ne la quittait jamais, et enfin Ensley, la cadette avec son sourire timide. Une larme vint s'écraser sur le portrait que Maggie essuyait de sa main. « Mes enfants !» criait son cœur, « mes chers enfants !» Elle regrettait à présent de ne pas les avoir emmenés, mais comment aurait-elle pu savoir? Comment aurait-elle pu imaginer que cette séparation serait si douloureuse? Les mots du poète Dante, qu'elle avait appris par cœur autrefois, lui revinrent en mémoire. Il n'est pire souffrance que d'évoquer les jours heureux aux instants de détresse. Elle demeura éveillée durant des heures, lui sembla-t-il, à observer la lune à travers le hublot, jusqu'à ce que, abrutie par la fatigue, elle sombra enfin dans le sommeil. Il lui semblait ne plus être dans sa cabine, ni même à bord du navire, car elle se sentait enlevée, transportée sur une terre de brume et de pierres. Elle était dans la lande, seule dans la nuit. Un vent violent la frappait au visage, faisait claquer son ample vêtement. Des voix l'entouraient, parfois toutes proches, parfois lointaines, fendant sur elle en hurlant comme une meute de loups. Elle apercevait ses enfants, les appelait près d'elle, mais les loups se rapprochaient, la cernaient, et retroussant leurs babines, montraient leurs crocs. Puis, pareil à un éclair, un grand oiseau, un aigle de lumière, descendait sur elle, et après avoir chassé les créatures des ténèbres, l'emportait dans les cieux. Il l'emportait dans un lieu bizarre, une terre étrangère qui ressemblait un peu à l'Écosse, mais qui ne l'était pas. Ses enfants réapparurent, elle voulut les toucher, mais ils étaient immatériels, et quelques instants plus tard leur image s'estompa. Elle s'éveilla, le cœur battant à se rompre, trempée de sueur. Elle se redressa en étreignant sa couverture, la tête encore pleine des mots qu'elle avait entendus, ou avait cru entendre. Quand nous reverrons-nous? Dans le tonnerre, les éclairs sous la pluie? Quand s'achèvera le grand tohu-bohu? Quand la bataille sera gagnée et perdue? Les sorcières de Macbeth étaient-elles en train de perdre l'esprit? Sa peur lancinante lui martelait l'intérieur des côtes, quand pour s'en échapper. Que se passait-il? Un courant d'air fit irruption de la cabine, étrangement cela la réconforta. Elle se rallongea pour plonger enfin dans un sommeil où les cauchemars n'avaient plus leur place. Le navire roulait et tanguait. Un rayon de soleil vint frapper le visage de Maggie, la contraignant à se détourner en se protégeant les yeux de son avant-bras. Le souvenir de ses rêves occupa quelques instants ses pensées. Mais elle ne devait pas ressasser des regrets. Elle devait se tourner vers l'avenir qui l'attendait. La première tâche à laquelle elle s'astreignit consista à choisir le vêtement qu'elle porterait à son arrivée. Sachant que la première impression d'Adrian ne manquerait pas d'avoir un impact sur les relations qui suivraient. Elle alla, presque fébrilement, se poster devant le petit miroir qu'elle avait fixé au mur. À l'aide d'une boule de goudron qu'elle avait fini par ramollir à force d'obstination, sur le reflet que lui renvoyait le morceau de verre argenté. Elle posa un regard sans complaisance. Elle tourna la tête à droite puis à gauche, lissant un sourcil de son index, écartant de sa joue une mèche de cheveux. Elle avait le grain de peau clair, la chevelure épaisse et chatoyante, la dentition saine et régulière. L'éclat de ses yeux noisettes révélait une grande détermination, encore que, à en croire les canons de la beauté classique, ses yeux fussent un peu trop grands, et ses lèvres trop pleines. Ses cheveux se coloraient de 1000 nuances allant du blond à l'acajou foncé.
Il y avait quelque chose chez elle qui plaisait aux hommes. Elle représentait une sorte de défi qu'ils se sentaient contraints de relever. Au revers de la médaille, elle se révélait aussi un adversaire d'une redoutable férocité, lorsqu'une querelle l'opposait à l'un de ces messieurs, sans égard pour son rang ou pour sa condition. Avant son mariage avec Bruce Ramsay, Maggie avait été l'une des femmes les plus courtisées d'Écosse, moins pour sa beauté que parce qu'elle était tout simplement fascinante. Puisse Dieu lui venir en aide. Elle allait dans les heures à venir devoir déployer tout son charme pour son bien et celui de ses enfants. Pourtant, elle se demandait encore ce qui l'avait poussé à épouser un parfait étranger et s'embarquer seule pour l'autre bout du monde. L'image calme et posée que lui renvoyait son miroir était aux antipodes de l'appréhension et de l'incertitude qui la taraudait. Quelques coups discrets frappés à sa porte l'attirèrent de ses réflexions. « Oui, le capitaine vous fait dire que nous accosterons bientôt, » annonça une voix. « Eh bien, ce n'est pas trop tôt, » répondit-elle, suscitant un bref éclat de rire, puis les pas s'éloignèrent dans la coursive. À l'issue de nombreux essayages, elle opta pour une robe bleue ornée de bandes de satin vert et rose. La jupe évasée, à triple volant, lui faisait une taille de guêpe, tandis que le boléro épousait à merveille le rondeur de sa poitrine, tout en mettant en valeur la cambrure des reins. Ayant coiffé ses longs cheveux, elle se planta au centre de la cabine et s'adressa à son manteau perdu, pendu au crochet, comme si c'était un être humain. « Vous devez être Adrienne Mackinnon, dit-elle, mais main tendue avec une légère inclinaison de la tête. Non, trop solennelle. Elle recommença toujours la main tendue. « Oh, comment allez-vous? Je suis... Mais qui suis-je, au fait? Songea-t-elle. Madame Mackinnon? Maggie Mackinnon? Margaret tout court? Votre nouvelle épouse ?» Estimant somme toute la question secondaire, elle fit virevolter son jupon et tapa rageusement du pied en s'exclamant « Tout cela est ridicule. Laissons là les présentations et toutes ces simagrées. » Et elle quitta la cabine sans songer à se couvrir du manteau qui avait fait office d'interlocuteur. Elle longea la coursive dans un fourreau-frou. Quelques instants plus tard, elle se retrouvait sur le pont inondé de soleil et murmurait avec un soupir d'aise « Voilà qui est beaucoup mieux. » Depuis le début de ce fastidieux voyage, c'était en effet quasiment la première fois qu'elle voyait le soleil, bien que l'horizon s'obscurcisse, cette embellie lui fit oublier les désagréments qu'elle avait connus au cours de la traversée. Après des semaines à croupir dans les odeurs de stal, elle glissait plus qu'elle ne marchait le long du bastingage. Elle alla ainsi jusqu'à la proue du navire et debout, la tête rejetée en arrière, se laissa griser par la brise et les odeurs vivifiantes d'iode et de sel. Le brouillard s'était levé sur la baie. À son grand plaisir, elle put, à travers une forêt de mâts, assister à l'entrée du Stonehenge, dans le port de San Francisco. En descendant dans sa cabine pour y prendre sa coiffe et son manteau, elle constata que ses malles avaient déjà été emportés. Le temps d'ajuster sous son menton le nœud de son ruban, le soleil avait de nouveau disparu. « Nous voilà bien, » grommela-t-elle en observant le ciel où roulaient à présent de gros nuages gris. « Au moins ne resterai-je pas à patienter sur le quai. » Pourtant, une demi-heure plus tard, elle attendait encore, grelottante, cernée par ses malles et scrutée par quelques individus aux faciès peu ragoûtants. La pluie s'était mise de la partie, et il ne fallut pas longtemps avant que l'eau ruissela sur ses épaules, à cause de son parapluie trop petit. Un regard circulaire lui apprit que, de tous les passagers du Stonehenge, elle était la seule à ne pas avoir quitté les lieux. Esselée, transie, désespérant de voir quelqu'un se manifester, la jeune femme sentait monter en elle une affreuse appréhension. Les pensées qui lui venaient à l'esprit étaient trop horribles pour être seulement envisagées. Comment pourrait-on l'abandonner ainsi, en terre inconnue, sur un quai? En y réfléchissant bien, des notions comme la ponctualité pouvaient-elles encore avoir une quelconque importance après plusieurs semaines de traversée? De son côté, son mari ne devait-il pas parcourir la moitié de la Californie pour venir la chercher? Il était presque puéril de penser qu'à peine débarquée, il serait là pour l'accueillir. Elle attendrait donc encore quelques minutes, et si personne ne se présentait, elle ailerait un fiacre et ferait transporter ses malles jusqu'à l'hôtel le plus proche, non sans avoir laissé à la capitainerie un pli à l'intention de son époux. S'admonestant mentalement pour son manque de sang-froid, elle serra les pans de son manteau et s'assit sur une malle, les bras croisés sur son panier d'osier. Et si personne ne venait, lui susurrait une voix insidieuse, mais elle s'efforça de ne pas l'écouter. Pour tuer le temps, mais surtout pour oublier son angoisse, elle décida de s'occuper l'esprit en réfléchissant à deux éventualités.
Premièrement, dans le cas où Adrian Mackinnon aurait changé d'avis, ce qu'il lui faudrait faire pour se tirer de ce mauvais pas. Deuxièmement, si tout se déroulait comme prévu, quelles seraient les perspectives qui s'offriraient à elle et à ses enfants? Ses enfants. Dire qu'il lui manquait n'était pas encore assez. Elle espérait de tout cœur ne plus avoir jamais à se séparer d'eux. Elle se consola en songeant quelle folie ça aurait été de les entraîner dans une telle aventure, quand elle ignorait toujours si oui ou non quelqu'un allait venir la chercher. Trempée, transie jusqu'à la moelle, elle se résolut enfin à gagner un hôtel. Déjà, elle se levait pour aller un cocher, lorsqu'apparut un fiacre noir, luisant sous l'averse comme une paire de souliers vernis. L'homme qui se trouvait à l'intérieur s'accorda une longue minute pour observer Maggie, laquelle, pour sa part, affectait de ne pas l'avoir remarqué. À la voir ainsi, le visage impassible, stoïque, sous les trempes d'eau, elle se dit que cette femme avait du caractère à revendre. Voilà une personne qui regarde la vie en face et qui doit posséder un formidable instinct de survie. Ce ne peut être que notre petite Écossaise, décida-t-il avec un rire silencieux. Elle a l'air butée des gens de son pays, ces Écossais des Highlands, qui, à ce qu'on raconte, ne s'avouent jamais vaincus. Du coin de l'œil, Maggie vit la porte du fiacre s'ouvrir pour livrer passage à l'homme qui, une fois redressé, lui sembla gigantesque. Elle sentit son cœur se serrer en le voyant sourire, et dans une sorte de vertige, le visage de Bruce lui apparut. « Oh, Bruce, mon cher époux, qu'ai-je donc fait ?» songea-t-elle. « Quelle folie ai-je commise pour épouser un homme sans l'avoir jamais rencontré ?» Surmontant sa peur, la jeune femme s'efforça de respirer lentement et se prépara à faire face à la nouvelle épreuve qui l'attendait. L'homme s'avançait à présent, massif comme le sont souvent les bûcherons. Si son visage était plutôt avenant, son allure générale ne rappelait en rien l'homme d'esprit qu'elle avait cru déceler chez l'auteur des lettres. « Ce n'est peut-être pas celui que j'ai épousé, se dit-elle finalement. Car elle avait beau l'observer sous toutes les coutures, cet individu ne ressemblait pas à Ross. Lui, pas lui. Quoi qu'il en fût, les choses auraient pu être pires, se dit-elle dans un sursaut de volonté. Cet homme aurait pu être à l'image de ces marins frustes et grossiers qu'elle avait aperçus durant la traversée, ou même de ces individus croisés sur le quai, dont le regard insistant la mettait mal à l'aise. Pourtant, s'il advenait que cet homme fût son mari, elle ne pourrait qu'éprouver une immense déception, tant il était différent de celui qu'elle s'était imaginé. Va-t-on faire contre mauvaise fortune, bon cœur, se raisonna-t-elle de nouveau. Après tout, ce mariage, elle l'avait accepté avec tous les risques que cela comportait. Avec un soupir résigné, elle se façonna un simulacre de sourire, car à présent, il ne faisait aucun doute que c'était vers elle que le géant se dirigeait. Elle remarqua son pantalon maculé de boue, entendit le bruit de succion que produisaient ses bottes à chacun de ses pas. La vision de ses pieds énormes lui donna des frissons. De son côté, avec un sourire débonnaire, l'homme la contemplait comme attendri. « Vous devez être Madame Mackinnon, fit-il enfin, en découvrant une épaisse tignasse rousse, la main droite tendue, large comme un battoir. Comme elle ne répondait pas, il scruta brièvement les alentours, puis revint à Maggie, troublé. « Êtes-vous Madame Mackinnon, oui ou non ?» La jeune femme demeura silencieuse, puis tendant la main à son tour, hocha la tête en articulant un oui à peine audible. Dégoûtée, elle le vit s'essuyer les mains à un chiffon crasseux qu'il venait de tirer de sa poche. « Pense à quelque chose de concret, se demanda-t-elle. Eh bien, l'homme lui semblait d'un commerce facile et même du genre jovial. Débordant de santé, il était grand comme un pain d'Écosse. « Le regard est doux, presque beau, se dit-elle. Cet homme doit être plein d'égards pour ses employés, ce qui serait plutôt de bon augure. » Le cœur battant, elle leva sur lui un regard rempli de détresse pour demander « Êtes-vous » Sans même attendre la fin de la question, le géant éclata de rire. Blessée, Maggie lui aurait volontiers asséné un coup de parapluie sur la tête. « Non, je ne suis pas votre époux, Madame Mackinnon. Un ravissant minois comme le vôtre mérite mieux qu'un vieux cheval comme moi. » Elle éprouva un immense soulagement. « Je vous remercie pour le compliment, monsieur. Néanmoins, ne vous sentez pas obligé de m'en faire. Je ne suis qu'une femme tout à fait ordinaire. » Vous dites ordinaire, moi je dis ravissante parce que, à mes yeux, toutes les femmes le sont. C'est du moins ce que l'on m'a appris lorsque j'étais petit. Je vous remercie. L'homme s'éclaircit la voix pour ajouter sous le regard attentif de Maggie. Les vraies dames sont plutôt rares dans cette région, et quand on a la chance d'en voir une, elle n'apparaît pas toujours dans ses plus beaux atours et toute parfumée. En vérité, on vêtirait un réverbère d'une robe et d'un bonnet qu'on le saluerait bien bas d'un air extasié. L'homme afficha un grand sourire et précisa. « Je m'appelle Carr, Eli Carr. Je travaille pour votre mari. Je suis en quelque sorte son bras droit.
J'ai mission de vous conduire dans le nord et... Elle poursuivit ainsi, mais Maggie ne l'écoutait guère. Le soulagement qu'elle ressentait semblait lui monter à la tête. « Attendez, reprit Ellie avec empressement. Je suppose que vous n'êtes pas encore habitué à la terre ferme. Cela demande toujours un certain temps, après une traversée. Appuyez-vous sur moi. Je vais faire signe au cocher. Le fiacre sera là en un rien de temps. » Voyant les volants colorés de sa robe qui frôlaient le sol, il ajouta. « Je ferai en sorte qu'ils viennent assez près pour que vous n'ayez pas à patauger dans la boue. » Elle voulut répondre que, trempée comme elle l'était, un peu de boue sur le bas de sa robe ne la dérangerait pas. Mais avec un sifflement strident, l'homme hélait déjà le cocher. La voiture à peine arrêtée, il aida la jeune femme à s'y installer avec un empressement un peu gauche, propre à ces gens à qui tout semble trop petit. « Aide-moi à charger les malles de madame, lança-t-il au cocher, ce qui fut fait en un tournement. « Allons-nous retrouver M. Mackinnon » demanda Maggie lorsque Carr l'eut rejointe dans le fiacre. « Non, madame, nous allons à un autre quai pour embarquer à bord du Wanderlust, qui remontera la côte jusqu'à destination. » Maggie était médusée. Son époux n'avait pas jugé utile de venir l'accueillir à sa descente de bateau. De là à penser qu'Adrian Mackinnon se souciait comme d'une guigne de l'impression qu'il ferait à sa femme, il n'y avait qu'un pas. Il lui semblait vexant de s'être donné tant de mal pour choisir sa toilette, quand ce mufle ne daignait même pas se montrer. « Monsieur Mackinnon ne nous attend pas sur le bateau ?»« Non, madame. » Elle fronça les sourcils. « Serait-ce indiscret de vous en demander la raison, monsieur Carr ? Votre époux est parti pour Puget Sound la semaine dernière, madame. Avant son départ, il a pris toutes les dispositions pour que je vous ramène à l'exploitation, au cas où il ne serait pas revenu à temps. Mais j'espère qu'il sera de retour à Humboldt Bay quand nous arriverons. Votre venue l'a rendu un peu anxieux. » Puis, plein de sollicitude, comme s'il avait perçu la déception de Maggie, il précisa. « Il vous a réservé la meilleure cabine, vous y serez à l'aise. » Elle haussa les épaules. « Du moment que je peux m'abriter de la pluie, je m'en contenterai. Je suis trempé jusqu'aux os et je ne pense pas que M. Mackinnon serait heureux d'accueillir une épouse enrhumée, » ajouta-t-elle, sans remarquer la lueur d'admiration qui brillait dans le regard du bûcheron. Ellie Carr venait de tomber sous le charme de Maggie. « Nom d'un chien, elle a du caractère, la patronne, » murmura-t-il pour lui-même. « J'en connais un qui va être drôlement surpris. » Maggie tourna la tête dans sa direction. « Vous disiez, monsieur Carr ? » ?»« Rien, madame, faites pas attention, il m'arrive souvent de réfléchir tout haut. » Elle sourit. « Moi aussi, monsieur Carr, cela m'arrive. » Le voyage se révéla rude. Le navire fut secoué par les flots comme un hocher dans les mains d'un enfant. Bringue-ballait en tous sens, la lampe jetait sur les cloisons de la cabine des ombres inquiétantes. À l'extérieur, on ne voyait rien, mais Maggie pouvait entendre le fracas des vagues et les sinistres craquements du navire luttant contre les éléments. Les pieds gourds, l'estomac en déroute, elle demeura recluse dans sa cabine. Le tangage du navire rendait tout sommeil impossible et ne pas basculer de sa couchette relevait déjà de l'acrobatie. Restait à espérer que cette dernière étape du voyage ne durerait pas trop longtemps. Elle dura 2 jours et 1 nuit. 2 longues journées à grelotter sans même un repas chaud pour se réconforter. La jeune femme devrait s'estimer heureuse si au terme de cette traversée, elle n'avait pas contracté une pneumonie. Jamais encore elle n'avait eu aussi froid, ce qui pour une Écossaise n'était pas peu dire. Ils accostèrent enfin, voyant Maggie debout contre le bastingage, qui observait le paysage, Carr vint la rejoindre. « Inquiète ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle avec un regard confiant. « Je me suis mis en tête d'aimer ce pays, ce qui est déjà la moitié du chemin accompli. Je sais d'expérience qu'on peut s'accommoder des pires situations, à condition de le vouloir, bien sûr. » Ses yeux se portèrent sur les baraquements qui servaient d'entrepôt. « Voici donc où est mon avenir, » reprit-elle, « l'endroit qui sera désormais le mien. Je crois qu'il serait sage d'oublier dès à présent le passé. » Bien que pétrie de bonne volonté, la jeune femme ne s'était jamais sentie aussi abandonnée. Quelques instants plus tard, elle était sur le quai, repensant aux bonnes résolutions qu'elle avait prises. Elle observa de nouveau l'entreprise de Mackinnon, sans que son impression en fût améliorée. Ce n'était dans l'ensemble qu'une succession de bâtiments d'aspect rustique, d'échafaudages branlants, de planches empilées, de montagnes de copeaux de bois dispersés à perte de vue sur un sol meuble, fait de boue et de sciure, et où erraient quelques chiens. Devant ce triste décor, Maggie restait pétrifiée. Son désappointement était pire qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle avait déjà le mal du pays. « Je n'aurais jamais dû venir dans ce coin perdu, » se dit-elle. « Je n'aurais jamais dû quitter l'Écosse. » Pourtant, l'Écosse ne lui avait pas si bien réussi, surtout depuis le jour où le sinistre Adair Ramsay avait fait éruption dans sa vie.
Elle n'oublierait jamais la cruauté de son visage quand elle lui avait abandonné le château de Glengarry, ni les menaces qu'il avait proférées à l'encontre de son fils. Oui, tout compte fait, elle avait été bien avisée d'émigrer en Californie. Ici, ses enfants pourraient commencer une nouvelle vie, et le risque que Fletcher connût le même sort que son père serait définitivement écarté. Maggie songea à la longue traversée qu'elle venait d'effectuer. La sachant au loin, Adair Ramsay en déduirait qu'elle avait renoncé à récupérer un jour les biens de Bruce Ramsay. Et puis, ne tarderait pas à rejoindre sa mère que Fletcher ne représentait plus une menace pour lui. Malgré les obstacles qu'elle aurait à surmonter ici, au moins était-elle rassurée sur le bien fondé de sa décision d'avoir épousé un inconnu et d'avoir quitté son pays natal afin de le retrouver. S'approchant, Ellicott lui prit doucement le coude. « L'endroit n'est pas très agréable, je le sais, dit-il en se penchant à son oreille. Mais vous changerez d'avis dès que nous serons à l'intérieur des terres. Attendez de voir votre demeure, c'est un vrai palais. Il n'y a pas de maison qui lui ressemble à des centaines de kilomètres à la ronde. Puisque vous le dites, cela doit être vrai, monsieur Carr. » Maggie l'écouta ordonner à 2 hommes de transférer ses bagages sur un chariot. « Emportez-les chez M. Mackinnon et prenez en garde soin. Ces malles contiennent des objets très fragiles, comme des services à thé et de la porcelaine, n'est-ce pas, Madame Mackinnon » ajouta-t-il à l'intention de Maggie. « Des objets de grand prix, en effet, acquiesça-t-elle sur un ton moqueur. Carr sourit. Après que la carriole se fut éloignée, il annonça. « Si cela ne vous dérange pas de patienter quelques instants, je vais aller chercher un buggy pour vous emmener. » Sans attendre de réponse, le bûcheron partit d'un pas vif. Un vent glacial soufflait de la mer, déployant peu à peu dans le ciel un grand manteau ardoise. Immobile sur le quai, Maggie luttait contre le sentiment de tristesse et de solitude qui l'envahissait. « Voilà un étrange endroit peuplé d'étranges gens, » se dit-elle. Elle espérait que Carr serait de retour avant l'arrivée de l'orage. 5 minutes plus tard, il réapparut. La pluie s'était mise à tomber. « J'aurais dû vous dire de monter dans le chariot, » déclara-t-il. « Je n'ai pas trouvé la moindre carriole disponible dans tout le camp. Le mieux serait encore que vous alliez vous abriter dans le bureau, en attendant le retour du charretier. Je suis vraiment désolé, mais c'est tout ce que je peux vous proposer pour l'instant. » Maggie regarda le bâtiment du bureau au sommet duquel une enseigne délavée par les intempéries indiquait « California Mill and Lumbering Company », avec juste en dessous, en plus petit, Adrian Mackinnon, propriétaire. Elle n'avait pas une grande distance à parcourir, mais le sol était détrempé en un magma de sciure et de boue, qui laissait craindre le pire sur l'état dont ses chaussures en sortiraient. Carr suivit le regard de la jeune femme, puis s'attarda un instant sur le double sillon laissé par le chariot. Comprenant son embarras, et sachant qu'il n'oserait jamais lui proposer de la porter, Maggie décida de prendre l'initiative. Elle ouvrit son parapluie, tendit son panier au bûcheron, puis releva le bord de sa robe. Mon père disait toujours qu'un Écossais doit savoir s'accommoder de la pluie, faute de quoi elle restera toujours cloîtrée. Alors nous y allons. Je suis navré pour ce contretemps. Je crois que j'ai manqué de discernement en revoyant le chariot sans m'être assuré d'un moyen pour vous transporter. Maggie s'esclaffa brièvement. J'ai suffisamment entendu d'excuses pour la journée, monsieur Carr. Soyez certain que je suis prête à ramper dans la boue pour me mettre au sec et à l'abri de ce froid glacial. Soutenue par le gigantesque bûcheron, la jeune femme descendit du quai. La boue était molle et épaisse. À peine y avait-elle fait un pas que ses pieds s'enfoncèrent jusqu'aux chevilles. Quelques mètres plus tard, elle y laissait sans escarpe. « Attendez, je m'en occupe, » intervint Carr en la voyant se baisser pour le ramasser. Comme elle tendait le bras pour s'appuyer contre lui, elle perdit l'équilibre et s'étala de tout son long dans la boue glaciale. Elle se redressa et, relevant la tête, s'aperçut que les hommes alentour avaient suspendu leur besogne et la regardaient. Ajouté à la fatigue du voyage, c'est son père Dieu qui l'observait soudain lui donnèrent envie de pleurer. Décontenancé, Ellicott ne bougeait pas. Maggie comprit que son embarras n'était pas moins grand que le sien. C'était la première fois de sa vie qu'elle se retrouvait ainsi, à 4 pattes, dans la boue, point de mire d'une si nombreuse assemblée. Peu importe, se raisonnait-elle, un bon bain il n'y paraîtra plus. Quant à ceux qui en feraient des gorges chaudes, eh bien ils étaient plus à plaindre qu'à blâmer. « Vous ne m'aviez pas dit que la boue était si épaisse » murmura-t-elle en acceptant de bonne grâce la main secourable que Carr lui tendait. « Maintenant, je sais que mon premier achat sera une bonne paire de bottes. » Accrochée au bras du bûcheron, elle fit encore 3 pas, puis ce fut au tour du second escarpin de l'abandonner. Elle hésita un second, décida de le laisser sur place. À quoi lui aurait-il servi? Quand j'étais une enfant, je me demandais souvent pourquoi, dans son infinie sagesse, Dieu a donné 4 pattes aux chevaux et à nous seulement 2. Mais à présent j'ai compris.
C'est pour le plaisir de nous voir étalés dans la boue. Le bûcheron s'esclaffa. Vous avez raison, madame. Maggie relâcha son bras. Merci, monsieur, car je peux me débrouiller toute seule désormais. Redressant les épaules, elle afficha un grand sourire. Grâce à son sang-froid, elle conquit aussitôt le cœur de ces hommes rudes qui regardaient perplexes l'épouse de leur patron marcher jusqu'au bureau, tête haute, certes, mais nu-pieds et le visage maculé de boue.